Grâce aux avancées de la science, grâce à la persévérance de nos détectives dévoués et grâce à l'engagement indéfectible de la ville d'Austin, enfin, nous avons une réponse. Pendant plus de 3 décennies, les meurtres du magasin de yaourt ont tenté Austin, au Texas. 4 adolescentes brutalement tuées, une ville sous le choc et une affaire qui est restée non résolue. Mais maintenant, il y a enfin une avancée. Et il s'avère que ce tueur avait apparemment frappé partout dans le pays. Nous expliquerons comment des experts ont résolu cette affaire grâce à des preuves anciennes, des technologies, acides désoxyribonucléiques avancés et une enquête approfondie à l'échelle nationale qui a révélé la vérité. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Vous vous rappelez sans doute l'affaire des meurtres au magasin de yaourt à Austin, Texas. 4 jeunes adolescentes brutalement tuées dans un magasin de yaourt glacé. Cette affaire a récemment été présentée dans une série documentaire sur Home Box Office Max. Et pendant des décennies, ce fut un mystère qui a hanté cette ville. Mais maintenant, après plus de 3 décennies, la police d'Austin affirme que l'affaire a enfin été résolue. Et quel long chemin cela a été. Nous parlons de décennies d'impasse, de fausses confessions, de preuves qui semblaient être impossibles à traiter à l'époque. Nous allons tout vous expliquer en vous guidant étape par étape des anciennes preuves de la scène de crime à la technologie acide désoxyribonucléique moderne. Et nous allons vous montrer comment tout cela a désigné un suspect choquant, qui a maintenant été relié à d'autres crimes et à d'autres morts. Tout a commencé le 6 décembre 1991 dans une boutique de yaourt glacé à Austin, appelée Je n'arrive pas à croire que c'est du yaourt. Il y a 4 adolescentes. Amy Ayers, qui n'a que 13 ans, Elisa Thomas, qui avait 17 ans, et les sœurs Jennifer et Sarah Harbison, 17 et 15 ans. Elles ont toutes été tuées très brutalement. Les sœurs Harbison, Amy et Elisa travaillaient dans la boutique. Elles attendaient la fermeture de la boutique quand les 4 filles ont été attaquées, déshabillées et ligotées. Bâillonnées puis abattues d'une balle dans la tête, le bâtiment a ensuite été incendié. La police affirme qu'un calibre 22 a été utilisé, mais Amy a aussi été touchée par un pistolet calibre 38 sans raison connue. Toutes les filles présentèrent des signes d'agression sexuelle. Ce crime a choqué Austin. Les enquêteurs se sont retrouvés avec une affaire presque impossible à résoudre, la scène étant un cauchemar pour collecter les preuves. Le feu, l'eau des pompiers, tout cela a détruit une grande partie de la scène de crime. Mais ce qui restait, et c'est important, ce qui restait, c'était cette unique douille de calibre 38 dans la bonde du sol. Au fil des années, la police a suivi des milliers de pistes. Ils ont eu affaire à de multiples faux aveux. Ils ont d'ailleurs arrêté 4 hommes. 2 ont avoué, se sont mutuellement impliqués, mais ils se sont ensuite rétractés. Et les preuves acides désoxyribonucléiques ont finalement innocenté les 4 hommes. Cela a donc conduit à l'abandon des charges en 2009. Pendant des décennies, cette affaire est restée non résolue. Puis le détective Dan Jackson a repris l'affaire en 2022. Grâce aux technologies modernes, les enquêteurs ont réexaminé les anciennes preuves. Cette seule douille de calibre 380 a été soumise au Réseau national intégré d'information balistique et reliée à un meurtre non résolu de 1998 dans le Kentucky. Et en même temps, les enquêteurs ont refait les tests sur les kits d'agression sexuelle en utilisant l'acide désoxyribonucléique, I-chromosome, short tandem repeat, qui permet de retracer la lignée masculine. La percée a eu lieu lorsque le détective Jackson a coordonné une recherche manuelle d'acide désoxyribonucléique, AG chromosome short tandem repeat, dans des laboratoires nationaux. Et un seul laboratoire a répondu avec une correspondance, une connexion qui allait bouleverser l'enquête et désigner un suspect au passé criminel glaçant. Nous allons entrer dans tous ces détails dans un instant, mais pour m'aider à analyser cette dernière avancée, je souhaite inviter un invité spécial, Joe Kennedy, agent spécial à la retraite du service d'enquête criminelle de la Marine. Joe, merci d'être venu sur Sidebar, j'apprécie vraiment. Jessie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. Oui, ces meurtres dans la boutique de yaourt, c'est vraiment une affaire étrange. Je veux dire, elle est restée non résolue pendant plus de 30 ans. De ton point de vue et ton expérience, commençons ici. Qu'est-ce qui fait que certaines affaires restent non résolues aussi longtemps? L'une des raisons est le comportement des témoins. Jesse, tu sais, les témoins hésitent simplement à se manifester avec les informations qu'ils possèdent ou les connaissances qu'ils ont sur un crime particulier qui s'est produit.
Aussi, tu sais, la technologie, si tu remontes à certaines de ces vieilles affaires comme celle-ci, et tu sais, on parle de 1991, c'était vraiment les débuts de l'acide désoxyribonucléique. Tu sais, on n'avait même pas le système combiné d'indexation acide désoxyribonucléique. On n'avait pas le système combiné d'indexation acide désoxyribonucléique pour vraiment suivre les délinquants à travers le pays. Oui, là, quand tu as des avancées comme les tests acides désoxyribonucléiques, IgG chromosomes, short tandem repeat et des bases de données balistiques, tu sais, c'est même en dehors des preuves des téléphones portables, qui, tu sais, en fait, sont en gros sur chaque personne et peuvent quand les suivre. Mais quand tu as des avancées comme les preuves acides désoxyribonucléiques et la balistique, ça change la donne, non? Ça change la donne pour les affaires non résolues. Absolument, Jesse. Depuis l'affaire du tueur du Golden State, l'utilisation de la généalogie génétique a explosé. Le réseau national intégré d'information balistique est une base de données balistiques largement sous-utilisée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne ramène plus ces vieilles histoires d'il y a 10, 15, 20, 30 ans. Mais c'est vraiment, tu sais, le vrai changement de jeu ici. Et tu sais, cette personne a en fait été identifiée dans un meurtre à Greenville, en Caroline du Sud, en 2018. Et qui est intéressant à propos de ça, c'est que c'était un peu, tu sais, bien avant le tueur du Golden State. Quand tu regardes ça, Golden State, c'était quoi, avril? En fait, avril 2018. Donc, je pense que cette affaire est arrivée juste après. Cette technologie, ils s'y sont vraiment concentrés. Et ils ont en fait exhumé son corps en Arkansas et obtenu, tu sais, un extrait d'acide désoxyribonucléique à partir, je crois, d'un petit doigt et d'une dent, ce qui est assez intéressant parce qu'à ce moment-là, ça aurait été considéré comme une technologie de pointe ou les débuts de la généalogie génétique. Je vais expliquer pourquoi cette affaire était si difficile à résoudre et comment la science moderne a enfin apporté des réponses après des décennies. Donc, le maire d'Austin a ouvert une conférence de presse le lundi 29 septembre en annonçant cette avancée tant attendue. Plus de 3 décennies après qu'un crime horrible a coûté la vie à 4 adolescentes et a changé Austin à jamais, nos cœurs ne se sont pas remis. Ils sont toujours brisés pour les précieuses jeunes filles que nous avons perdues. Nous n'avons jamais cessé d'envoyer notre amour et nos prières à leurs familles. Comme vous le savez, la police d'Austin a annoncé une avancée majeure dans l'affaire du meurtre du magasin de yaourt. Les détectives vont aujourd'hui présenter le déroulement et le processus de leur enquête. Leur enquête est approfondie et repose sur une technologie qui n'était pas disponible à l'époque. Ce jour était attendu depuis longtemps. Il y a plus d'un quart de siècle, dans des circonstances très similaires à celles d'aujourd'hui, j'ai dit qu'Austin avait perdu son innocence la nuit où ces jeunes âmes sont devenues des victimes. Aujourd'hui, nous avons un certain apaisement. Nous sommes des personnes différentes dans une ville différente. Le temps a passé. Nous avons enduré davantage, avons été déçus et nous nous sommes sentis vaincus et dévastés. Mais aujourd'hui, avec la résilience nécessaire pour endurer quelque chose d'aussi douloureux, en reconnaissant les cicatrices, la souffrance, et même s'il n'y a aucun changement face à l'horreur, aucune façon d'effacer les torts, aucune diminution du chagrin, nous pouvons enfin exprimer un profond soupir, un soulagement qui vient du fait de savoir, grâce aux avancées de la science, grâce à l'acharnement de nos enquêteurs dévoués qui ont vécu et respiré cette affaire pendant des décennies, grâce au soutien d'Austin Forensics et grâce à l'engagement indéfectible de la ville d'Austin. Enfin, nous avons une réponse. Le chef de la police d'Austin a révélé le nom de l'homme lié au crime par des preuves acides désoxyribonucléiques, un récidiviste qui s'est suicidé en 1999. Après 34 ans, la police d'Austin a fait une avancée majeure dans l'affaire. C'est l'une des affaires les plus troublantes. En tant que mère, je ne peux même pas imaginer la douleur et le chagrin que vous avez endurés. Pour les familles d'amis, Elisa, Sarah et Jennifer, aujourd'hui marque une étape cruciale pour honorer non seulement leur mémoire, mais aussi pour atteindre la vérité et la justice. Nous avons maintenant des preuves reliant un individu spécifique à cette affaire, Robert Eugène Brashers.
La seule preuve matérielle retrouvée sur cette scène a été associée à lui. Brasher s'est suicidé en 1999 après une confrontation avec la police dans le Missouri. Son acide désoxyribonucléique a été relié à des meurtres et des viols à travers le pays, avant et après cette connexion. Alors Joe, tu crois qu'ils ont raison? Robert Brashers serait-il l'homme? Je pense que cette fois-ci, ils ont enfin trouvé le véritable auteur. Il y a eu des personnes qui avaient été arrêtées auparavant. Il y a eu des problèmes de condamnations injustifiées lors de ces arrestations. Mais tu sais, la science ne ment pas, Jesse. Et tu sais, quand on parle des détectives spécialisés dans les affaires non résolues d'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'utilisation presque quotidienne de la généalogie génétique associée à des outils comme NIPIN et d'autres bases de données qui n'étaient tout simplement pas disponibles auparavant. Et rappelle-toi que ce qui empêche la plupart des délinquants en série d'être identifiés et arrêtés, c'est leur mobilité. Et si tu regardes les antécédents de ce type, je veux dire, il a traversé tous les États du sud des États-Unis et il finit même dans le Missouri. Et tu sais, ces crimes, ce n'est pas une question de sexe, n'est-ce pas? Beaucoup semblent avoir une motivation sexuelle, mais cette motivation concerne vraiment le pouvoir, le contrôle et la domination. Je trouve particulièrement intéressant dans cette affaire l'âge de certaines victimes. Il était attiré par les jeunes femmes, notamment les adolescentes, ce qui apparaît non seulement dans les meurtres du magasin de yaourt, mais aussi dans d'autres affaires où il a été impliqué. Oui, c'est un aspect assez grotesque de cette histoire. Le fait qu'il soit mort et qu'il soit décédé depuis si longtemps, comment cela complique-t-il l'enquête? Je veux dire, si on parle de crimes non résolus et d'affaires classées, si le suspect meurt, il ne laisse plus de traces pendant des années et des années. Est-ce que cela retarde la justice? Est-ce que cela retarde l'identification d'un auteur si la personne est décédée? Oh, absolument, parce que vous perdez la capacité de suivre leur liberté de mouvement. Comment se déplaçaient-ils? Utilisent-ils les transports en commun ou un véhicule? Comment s'est-il déplacé à travers le pays? La mobilité est si importante, je sais. Et une fois que l'auteur est mort, alors nous devons classer cette affaire comme étant exceptionnellement résolue, n'est-ce pas? S'il était encore en vie, nous pourrions prouver qu'il l'a fait et l'inculper. Mais vous verrez qu'une fois que le suspect est mort, cela limite un peu les enquêteurs dans certaines pistes. Cependant, il existe une technique que de nombreux enquêteurs sur les affaires non résolues utilisent, et elle s'appelle une vérification hors ligne du National Crime Information Center. Et c'est là que vous verrez que des délinquants comme cet individu qui a commis les meurtres du magasin de yaourt, lorsqu'ils voyagent à travers le pays, sont parfois arrêtés par les forces de l'ordre sans être arrêtés. Peut-être que c'est une infraction au code de la route ou qu'ils sont en train de pénétrer illégalement quelque part ou quelque chose comme ça. Et donc, leur nom est consulté dans la base de données nationale, mais c'est vraiment tout ce qui se passe au moment de cet événement. Et quand les enquêteurs sur les affaires non résolues utilisent bien cette fonction hors ligne du National Crime Information Center, je suis sûr que l'unité d'analyse comportementale du FBI est aussi très impliquée pour retracer ses déplacements avec cette fonctionnalité. Quand vous n'avez quoi? Qu'un seul élément de preuve matérielle le reliant. Pourtant, comment les enquêteurs peuvent-ils en être sûrs? Comment peuvent-ils être sûrs que cet unique élément peut identifier de façon définitive un auteur, surtout lorsqu'on parle d'un crime qui remonte à tant d'années? On ne peut jamais savoir comment ni quand l'acide désoxyribonucléique est arrivé sur une scène de crime, Jesse, seulement qu'il est présent. Ce qui est unique dans cette affaire, en plus de la preuve acide désoxyribonucléique, c'est qu'on a aussi une correspondance avec une douille, ce que je trouve très important. Vous savez, le détective chargé des affaires non résolues, actuellement là-bas au Texas, est retourné sur l'affaire. Il s'est impliqué dans le réseau national intégré d'information balistique. Vous savez, le réseau national intégré d'information balistique. C'est aussi un élément révolutionnaire comme la généalogie génétique et une excellente démarche d'enquête. Et ce qu'il a pu faire, c'est relier l'une de ces douilles. Et je pense que c'était la seule douille qu'ils avaient au Texas et il a pu la relier à l'une des autres affaires auxquelles il avait été associé. Oui, le maire a fait quelque chose. Le maire a mis en avant cette utilisation de la technologie dont nous parlions, qui n'était pas disponible à l'époque, n'est-ce pas? C'était l'expression utilisée. Elle n'était pas disponible à l'époque, ce qui m'a fait me demander. Si les meurtres du magasin de yaourt avaient lieu en 2025, faudrait-il encore des décennies pour les résoudre? Non, probablement pas. Les bases de données sont tellement performantes
l'explosion de la généalogie génétique, l'utilisation quotidienne de la base de données, réseau national intégré d'information balistique, la plupart des grandes villes du pays, dès qu'il y a des coups de feu tirés en ville. Les agents de patrouille sont tenus d'aller récupérer ces douilles, même si personne n'a été tué ou blessé, n'est-ce pas? C'est juste pour qu'elles puissent être saisies dans la base de données et peut-être, par la suite, être associées à un délinquant particulier ou à un crime particulier. Donc, je pense que non, il n'y a aucune chance que cette affaire aurait pris autant de temps si elle avait été commise ici en 2025. Maintenant, quelque chose que vous avez mentionné, donc le détective principal Dan Jackson a décrit cette scène de crime horrible, mais il a aussi expliqué comment une correspondance balistique avec un autre meurtre dans le Kentucky, c'est ce qui les a mis sur la piste au départ. Donc, l'essentiel du mode opératoire dans cette affaire, c'est que le coupable est entré ou est resté près de l'heure de fermeture quand il n'y avait plus de clients présents. Les filles de Chichon ont été retrouvées nues, attachées avec leurs propres vêtements, utilisés comme liens et ligatures. Il y avait des preuves d'agression sexuelle. Les 4 ont été abattus d'une balle dans la tête avec un pistolet de calibre 22. Amy a aussi été tuée avec un pistolet calibre 304-20, puis le bâtiment a été incendié avant le départ du suspect. Le 2 juillet au matin, l'ATF a envoyé la cartouche calibre 304-20 et cet après-midi-là, j'ai été informé d'une correspondance provenant du Kentucky, d'un meurtre non résolu dans le Kentucky. Je ne peux pas citer la ville, car le communiqué de presse n'est pas encore sorti. Ils savent qui ils sont et ont fait un excellent travail. Avec quelques membres de l'unité des affaires de secte et Mindy Munford du bureau du procureur général, nous avons volé au Kentucky pour revoir nos dossiers avec leurs enquêteurs. Et les meurtres présentaient un-dessus des détails similaires. Je ne peux pas entrer dans ces détails. Les résultats préliminaires du NIVIN montrent une corrélation positive entre les deux douilles, suggérant l'utilisation de la même arme dans le yogurt shop il y a plusieurs années. Je ne dirai pas la date. Elle est affichée 98. Ça date de 1998. Mais la véritable avancée dans cette affaire est venue d'une première recherche manuelle d'acide désoxyribonucléique de ce genre qui les a ramenés à Robert Prachir. Nous avons contacté tous les laboratoires du pays qui effectuent le typage Y chromosome Short Tandem Repeat et leur avons demandé s'ils pouvaient effectuer une recherche manuelle par rapport à notre profil inconnu. Et nous avons obtenu une correspondance. Nous avons eu un résultat positif, un seul. Le laboratoire d'État de Caroline du Sud a été le seul laboratoire du pays à répondre qu'ils avaient une correspondance, je cite, avec notre bi-chromosome Short Tandem Repeat inconnu. Tous les autres n'ont eu aucun résultat à ce niveau. Et je parle ici de 27 marqueurs sur 27. C'est le profil complet et chaque allèle était identique. Donc cela nous a pris quelques semaines. Les résultats ont été vérifiés pour leur exactitude et leur service juridique les a examinés. Ces 2 semaines ont paru interminables car nous savions que quelqu'un était là, mais il refusait de nous le dire. La raison pour laquelle cela a pris 2 semaines à être examiné, je l'ai appris plus tard, c'est parce qu'ils voulaient s'assurer de bien faire les choses, car j'étais la première personne à leur demander cela. Personne n'avait jamais demandé une recherche manuelle dans leur base de données auparavant. Donc ils voulaient s'assurer qu'ils étaient légalement sur un pied d'égalité et qu'il n'y avait aucun problème d'assurance qualité. Donc le 22 août, ils m'ont envoyé les informations et cela concernait une agression sexuelle et un meurtre datant de 1990. Et c'était le profil qu'ils avaient, Robert Eugène Brachès. Il a une correspondance parfaite de 27 sur 27 avec notre profil inconnu et l'affaire du magasin de yaourt. J'ai immédiatement appelé Greensville, en Caroline du Sud, et nous avons commencé à discuter de nos différentes affaires, de la façon dont elles étaient similaires. Et vous savez, l'une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'il ne savait rien de l'affaire. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et il a dit, « Vos victimes étaient-elles attachées avec leurs propres vêtements? Et les poils se sont hérissés sur ma nuque. » J'ai senti que nous avancions enfin dans cette affaire. Joe, je veux juste revenir sur un point à propos du meurtre dans le magasin de yaourt. Ah, c'était horrible. Je veux dire, on parle d'une scène de ligotage, d'agression sexuelle, de fusillade, d'incendie criminel. Comment les enquêteurs abordent-ils même une scène comme celle-là? D'ailleurs, une scène qui a été partiellement détruite par le feu et d'autres éléments. Oui, ce qui est intéressant, Jesse, c'est que tout comme les criminels laissent des preuves physiques sur une scène, comme leur acide désoxyribonucléique ou une douille, ils y laissent aussi leur personnalité. Ils déposent leurs pensées et émotions sur scène. Et donc, c'est ce que nous devons évaluer en plus des preuves physiques pour nous aider à identifier le véritable criminel. Et ce que vous allez voir dans le cas de cet individu, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes chez lui
qui ferait qu'aujourd'hui, il serait classé comme un sociopathe. Il n'y a aucun doute. Et vous allez voir que cela a commencé très tôt dans sa vie. Et donc, c'est un point sur lequel nous mettrions beaucoup d'accent. Où a-t-il grandi? Qui l'a élevé? Vous savez, à quoi a-t-il été exposé étant jeune? Parce que c'est là que l'on voit une partie de cette, vous savez, cette pure méchanceté et colère. Et quand nous examinons les scènes de crime, pensez-y comme ceci, Jesse, nous cherchons à trouver trois choses. Nous cherchons la colère, le contrôle ou le remords. Il n'y a évidemment aucun remords dans aucune de ces scènes de crime. Donc, cela nous mène vers cette piste de sociopathe. Vous voyez? Et on voit beaucoup de contrôle sur la scène, mais ce qu'on voit surtout, c'est de la colère. Il y a beaucoup de lacération et de mutilation des victimes. Il y a une escalade dans le comportement agressif. Il commet son crime sous les yeux de témoins. Donc, vous savez, ce sont les indices ou les indices comportementaux, comme nous les appelons, les manifestations comportementales de la scène de crime que nous examinons pour rassembler les pièces du puzzle afin, espérons-le, d'identifier le bon auteur. Étrange qu'un auteur utilise plusieurs armes à feu, non? Le calibre 22, le 380. Nous avons évoqué les preuves balistiques, mais trouvez-vous étrange l'utilisation de deux armes à feu? Généralement, quand des gens sont tués, il n'y a qu'un seul instrument ou agent de mort. Le fait qu'il en ait utilisé deux pourrait venir d'un manque de munitions. Cela pourrait être dû à un manque à l'incapacité d'utiliser une arme ou peut-être qu'elle ait été volée. Une partie de ses antécédents criminels avant les meurtres du magasin de yaourt, vous verrez qu'ils impliquent des armes à feu. Peut-être qu'il avait une affinité pour les armes à feu et en possédait plusieurs. Honnêtement, ce n'est pas si étrange. Au fait, cette correspondance balistique avec ce meurtre distinct de 1998 dans le Kentucky, c'était énorme. Vous l'avez dit, c'était crucial. Mais comment les enquêteurs relient-ils des crimes entre différents États et agences? Comment ça fonctionne? Eh bien, encore une fois, c'est une question de coopération et de collaboration. Cela concerne les bases de données, que ce soit via le système automatisé d'identification des empreintes digitales, le système d'identification de nouvelle génération du FBI, ou comme ici, le réseau national intégré d'information balistique de l'ATF. C'est là que nous pouvons utiliser cette base de données pour relier ces douilles, non seulement à des affaires dans une juridiction particulière ou locale, mais nous pouvons en fait suivre les déplacements d'un délinquant en fonction des endroits où ces armes sont utilisées. Oui. Et puis il y a l'acide désoxyribonucléique. Donc, les détectives ont mené ce que nous pensons être une première recherche manuelle de l'acide désoxyribonucléique et qui est un chromosome short tandem repeat de ce genre. Pouvez-vous expliquer pourquoi une recherche manuelle était nécessaire, si j'ai bien compris, et pourquoi les recherches au standard pourraient ne pas suffire ou ne pas être adaptées ici? Oui, donc vous savez, pour pouvoir télécharger dans Combined DNA Index System, qui est notre base de données nationale d'acide désoxyribonucléique, il nous faut un profil complet. Il nous faut un contributeur principal. Souvent, nous avons seulement un profil partiel ou de l'acide désoxyribonucléique en faible quantité ou dégradé. Et donc, ce qui se passe dans ce cas particulier, c'est qu'une fois que Greenville détermine qui il pense être l'auteur, ils exhument son corps pour obtenir un échantillon de référence à comparer à l'acide désoxyribonucléique laissé sur la scène de crime parce qu'il n'existe pas dans une base de données. Et donc, cette comparaison directe, ouais, c'était une correspondance, mais il n'y a alors plus d'acide désoxyribonucléique. Tout est consommé pour réaliser l'analyse acide désoxyribonucléique. Donc, vous savez, il faut se fier à cette confirmation individuelle. Et dans ce cas, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, en parlant des familles ici, les familles des victimes, comme vous pouvez l'imaginer, l'annonce a été un moment très émouvant. C'est une vérité, une réponse attendue depuis longtemps, avec une gratitude exprimée haut et fort envers les enquêteurs persévérants. Regardez. Je suis vraiment ravie d'être ici. Ça a été des jours complètement fous. Je suis vraiment venue ici pour dire que je suis pleine de gratitude. Ça fait tellement longtemps. Nous avons toujours voulu la vérité dans cette affaire. Nous n'avons jamais voulu que qui que ce soit aille en prison ou soit accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. La vérité a toujours été le but, jamais la vengeance. Et je suis ici pour vraiment parler du service de police et de l'implication et du soutien qu'ils ont apporté depuis le tout début. Nous avons Mike Huckabee, gardez-le dans vos prières car sa santé est mauvaise. Lui et John Jones, ce sont les premières personnes dont nous sommes tombés amoureux dans la police parce qu'ils nous ont raconté ce qui s'était passé. Et à partir de ces hommes,
il y a 34 ans, ils ont fait partie de nos vies et de nos familles pendant tout ce temps. Et chaque officier que je vois à Austin qui a été là pour nous et qui nous a aimés, et tout ce qu'ils ont fait, les gens ne comprennent pas à quel point ils travaillent dur. Tout le monde est préoccupé par la résolution de l'affaire. Tout le monde s'inquiétait pour nous tous ici parce qu'ils savent que la tragédie était si douloureuse et qu'elle continue de l'être. Mais je suis vraiment venue simplement pour remercier le département de police d'Austin et pour tout l'amour et le soutien que vous nous avez apporté au cours de ces 34 années. Et je vous en remercie. Lors de la conférence de presse, Bob Ayers, le père d'Amy Ayers, a donné à l'inspecteur Jackson une épingle avec l'inscription « Nous n'oublierons jamais. C'est un moment très fort. Pour les familles ici, Joe qui pensait peut-être qu'il n'y aurait jamais de conclusion, jamais de réponse. Comment est ce parcours? Vous savez, ils n'ont jamais cherché la vengeance. Ils ne cherchent que la vérité. Comment les familles des victimes dans les affaires non résolues vivent-elles cela? Qu'est-ce que ça représente pour elles? Je sais, c'est terrible. Chaque jour est difficile car vous vous réveillez et cette personne chère n'est plus là. On croit à tort que lorsqu'une affaire non résolue est classée, la famille obtient une clôture. Ce n'est pas vrai. Nous offrons aux familles une résolution sur ce qui s'est passé. Leur proche ne reviendra pas. Certains disent que c'est comme se réveiller et ressentir qu'on arrache la croûte d'une ancienne blessure. Cela a un impact important sur les familles, modifiant leur comportement et leurs interactions. Beaucoup de gens connaissent des séparations et divorces dans les familles des victimes de dossiers non résolus, car faire face à cette situation est une expérience totalement nouvelle pour eux, et ce proche n'est plus là. Et cela changera très souvent de manière significative la dynamique familiale. Comment les enquêteurs gagnent-ils la confiance? Ils doivent sûrement maintenir un lien régulier avec les familles. Peut-être pas toujours, mais ils devraient, non? Instaurer la confiance, maintenir la communication avec les familles pendant une longue enquête. Les enquêteurs ont aussi d'autres affaires à gérer. Cela ne signifie pas qu'une affaire compte plus qu'une autre, mais quelle est cette relation ou à quoi devrait-elle ressembler? Je vais employer un mot qui peut paraître étrange, Jesse, l'intimité. Nous devons créer de l'intimité avec ces familles. Nous devons gagner leur confiance. Vous savez, ils doivent voir notre compassion, que la seule raison pour laquelle nous faisons vraiment ces affaires, c'est pour eux et pour cette raison. Ils doivent aussi se rendre compte que l'enquêteur sur les affaires non résolues, qui les représente, eux et leur famille, est compétent, qu'il sait ce qu'il fait. Enfin, qu'il garde une bonne moralité et fasse ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et cela revient à la question de la confiance. Quand on pense à ces trois choses, je dis toujours ceci. Les enquêteurs sur les affaires non résolues doivent faire preuve de compassion. Ils doivent avoir confiance en eux et une bonne moralité. Et l'une des plus grandes responsabilités, c'est d'interagir avec ces familles parce que, vous savez, nous mourrons tous, que ce soit de vieillesse, de maladie ou autre, mais personne ne devrait pouvoir contrôler la durée de vie d'une victime, Jesse. Et c'est ce qui motive beaucoup d'entre nous, car nous réalisons à quel point la vie est précieuse et combien cette personne comptait pour cette famille. C'est pourquoi nous traitons aussi les affaires non résolues dès le début. Et en particulier les victimes aussi jeunes, aussi vulnérables. C'est vraiment une situation triste. Mais écoutez, il y a une conclusion ici. Il y a un sentiment de résolution. Nos cœurs, nos prières, nos pensées accompagnent les familles alors qu'elles traversent maintenant ce nouveau chapitre, n'est-ce pas? Essayez de comprendre ce qui s'est passé ici. L'arrestation et le procès de Brashier ne donnent aucun sentiment de justice. Mais vous savez, c'est un excellent travail de la police et c'est une conclusion à toute une affaire. Joe Kennedy, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un plaisir de vous voir. Je suis ravi de vous voir. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À bientôt.